présenter quelques données sur Trophérima wippii et la maladie de Whipple, notamment les dernières nouveautés que nous avions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la maladie de Whipple et Trophérima wippii, l'histoire a commencé en 1907 avec la description d'une nouvelle maladie par Whipple lors de la nécropsie d'un patient qui était mort dans un état de cachexie profond. Et à cette époque-là, la maladie était considérée comme un trouble du métabolisme, notamment lipidique. En 1991, Wilson a identifié, grâce à la PCR 16S large spectre couplée au séquençage, a identifié une nouvelle bactérie dans des échantillons de biopsie de l'intestin grêle de patients atteints de maladie de Whipple. Et à cette époque-là, cette bactérie est considérée comme rare et comme causant une maladie rare. En 2000, donc, pour la première fois, a été établie une souche de Trophérima wippii dans notre laboratoire. Cela a permis de séquencer son génome complet, de développer des outils moléculaires, mais aussi de génotypage. Et grâce à ces outils, en 2012, on peut dire que Trophérima wippii est une bactérie qui est commune. La maladie de Whipple, c'est le sommet de l'iceberg des infections qui sont liées à Trophérima wippii. Notamment, Trophérima wippii est impliqué dans des portages asymptomatiques, des infections chroniques localisées sans atteinte digestive, mais aussi des infections aiguës. Concernant le portage de Trophérima wippii, on va le retrouver principalement dans les selles et dans la salive, et cette prévalence va dépendre de l'âge, de l'exposition, mais aussi des zones géographiques étudiées. En France, chez les adultes, le portage au niveau des selles est de 3%, alors que chez les jeunes enfants, on ne le détecte pratiquement pas. Chez les égoutiers et les SDF, ce portage sera de 13% au niveau des selles. Et toujours en France, si on regarde la prévalence des proches, des patients atteints de maladie de Whipple ou des proches de porteurs de la bactérie, on a une prévalence dans les selles de 38% et qui sera dans la salive de 10%, soit une prévalence extrêmement élevée. À noter aussi pour ce pourcentage de prévalence, si on sépare le groupe des proches de patients porteurs chroniques de la bactérie, à ce moment-là, le portage est de 80%. Alors, changeons de continent. Si on va en Afrique, et notamment en zone rurale, dans deux villages du Sine-Stadou, le portage de Trophérima wippii chez les adultes sera de 17,4%, et chez les enfants, on observera un portage de 48,2%, à savoir que si on se focalise aussi sur la tranche d'âge de 0,4 ans, le portage atteint 75%. Autre point à savoir, le portage au niveau de la salive est retrouvé systématiquement chez les gens qui sont aussi porteurs de la bactérie dans les selles. Alors, au niveau des biocides vénales, on a retrouvé un petit portage de 0,25%. La séroprévalence de la Trophérima wippii en France est de 50% et au Sénégal, elle est de 72%. À savoir qu'en France, 50% c'est dans la population générale. Si on regarde les proches de patients de porteurs de Trophérima wippii, cette séroprévalence atteint celle qu'on observe au Sénégal. On peut voir que la primo-infection survient a priori lors de l'enfance, puisque vous avez déjà, chez moins de 5 ans, ne serait-ce qu'en France, une prévalence d'un peu plus de 20%, et dans la tranche des 5-11 ans, une prévalence qui atteint pratiquement 40%. À noter quelques discordances entre la séroprévalence, la prévalence du portage et le nombre de maladies de Whipple décrites. À savoir, au Sénégal, alors que la séroprévalence et la prévalence du portage sont très élevées, à l'heure actuelle, il n'y a aucun cas rapporté de maladie de Whipple. Par contre, si on regarde en France, et comme en Europe, c'est estimé à un cas à peu près par million d'habitants, donc ça reste une maladie rare, mais par rapport au Sénégal où la séroprévalence est plus élevée, c'est quand même non négligeable. En ce qui concerne les infections chroniques, donc cette slide fait le résumé des différents types d'infections qu'on avait diagnostiquées entre 2001 et 2010. Donc c'est une série qui a été publiée par Jean-Christophe dans Médecine. Donc parmi 142 patients pour lesquels on avait assez d'informations, il y avait 80% de maladies de Whipple classiques qui étaient diagnostiquées, 20% d'infections localisées, et parmi ces infections localisées, l'infection la plus fréquemment observée était les endocardites,
suivi des infections neurologiques, et on observait des cas sporadiques d'uvélite, d'adénopathie, d'infections articulaires et aussi d'infections pulmonaires. Pour en revenir à la maladie de Whipple classique, elle est caractérisée par une atteinte histologique au niveau de l'intestin grêle qui est mise en évidence par la positivité de la coloration à l'acide périodique de Schiff. Alors, le patient typique, c'est un homme caucasien d'une cinquantaine d'années. Les manifestations cliniques, elles peuvent être très variées puisque c'est une bactérie qui va pouvoir atteindre tous les organes. Toutefois, les signes les plus fréquemment observés vont être les arthralgies, la perte de poids et associée à une diarrhée chronique. Mais on pourra observer des manifestations cardiovasculaires. Les 3 foyers peuvent être atteints, donc on pourra avoir des endocardites, péricardites, myocardites, des infections, des manifestations neurologiques. Tout type de manifestation peut être décrit. Des manifestations ophtalmologiques, principalement des uveites, des adénopathies qui peuvent être périphériques, mais le plus souvent médiastinales ou mésentériques. Et on pourra aussi avoir des atteintes cutanées, voire d'autres types de manifestations. Alors, l'apparition des signes et des symptômes de la maladie de Whipple surviennent classiquement avec une phase prodromale où le patient va se plaindre d'arthralgie et avec une moyenne, après une moyenne de 6 ans à peu près, va se développer une phase d'état où les autres signes et symptômes vont apparaître. Il faut savoir que cette évolution va être beaucoup plus rapide chez les gens qui vont prendre des immunosuppresseurs, anticholiques, anti-TNF-alpha. Dans la série de 2010 de médecine, le principal symptôme qui était retrouvé, c'était la présence d'arthralgie dans 78% des cas, et dans 50% des cas, il y avait une erreur diagnostique avec les douleurs articulaires. En ce qui concerne les endocardites à Trophérima whipplei, le premier cas a été détecté en 1997 par Goldenberg. Alors c'était un premier cas qui a été détecté par hasard par la PCR 16S, large-spectre-séquençage, qui était appliquée sur une série de valves cardiaques de patients atteints d'endocardite de culture négative. Gubler, en 1999, donc 2 ans après, a rapporté la première série de 4 patients suisses, comme d'ailleurs Goldenberger, de patients atteints d'endocardite à Trophérima whipplei. Et on peut voir qu'en 2010, il y a eu 20 cas qui ont été rapportés d'infection d'endocardite à Trophérima whipplei, des cas de notre laboratoire, mais aussi dans la littérature. Et si on arrive en 2012, à l'heure actuelle, dans la littérature, il y a 54 cas d'endocardite à Trophérima whipplei qui sont rapportés, qui n'ont pas été diagnostiqués dans notre laboratoire. Et au sein de notre laboratoire, on en a diagnostiqué 24. Si on regarde la distribution de ces 24 cas au niveau de la France, alors qu'on reçoit des prélèvements de toute la France, la prévalence d'endocardite à Trophérima whipplei va être beaucoup plus fréquente en Rhône-Alpes, dans la région Rhône-Alpes, ainsi que dans le nord-ouest, et notamment Pays de la Loire, et notamment Nantes. Et il faut savoir que 50% des cas sont de Rhône-Alpes et 25% de nos cas viennent de Nantes. Et il faut savoir aussi que ce sont dans ces régions où on va retrouver, diagnostiquer le plus fréquemment la maladie de Whipple classique. Si on regarde en Europe, c'est en Suisse par rapport à la population, c'est en Suisse où le plus de cas ont été rapportés dans la littérature, donc juste à côté de Rhône-Alpes. Il y a aussi en Allemagne une série de 14 patients qui a été rapportés. Et aussi, si on regarde par rapport à la taille de la population, en République tchèque aussi, un certain nombre de cas d'endocardite à Trophérima whipplei ont été rapportés. Donc on constate, par rapport aux cas rapportés, une certaine localisation géographique en Europe centrale. Avec le nombre de cas d'endocardite à Trophérima whipplei, on peut commencer à dépeindre le tableau de cette entité. Alors, il y a des concordances entre les séries. Par exemple, c'est souvent des hommes, il n'y a que 7 cas décrits chez les femmes, des hommes d'origine caucasienne de 60 ans à peu près. Alors la présence des arthralgies, dans notre série, on retrouve 75% d'arthralgies, donc des fois et parfois des arthralgies très subtiles à diagnostiquer éventuellement en rétrospectif où la personne constate certaines améliorations après la prise d'antibiotiques. Dans la revue de la littérature excluant la série allemande de 14 cas, les arthralgies sont rapportées dans 60,9% des cas. Et par contre, de manière tout à fait étonnante, chez la série allemande, il y a seulement un patient sur 14 qui se plaignait de douleur articulaire. En ce qui concerne
La pyrexie, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la fièvre survient dans 31% des cas approximativement. En ce qui concerne la présence antérieure d'une valvulopathie, donc que ce soit dans notre série ou dans le reste de la revue de la littérature, exclue la série allemande, on retrouve environ 30% de valvulopathie antérieure, donc pas énormément. Par contre, dans la série allemande, 87% des patients présentaient a priori une valvulopathie antérieure. Alors, l'endocardite atrophique va surtout se présenter de manière cardiologique, avec des patients qui ont présenté une insuffisance cardiaque dans 69% des cas, éventuellement un AVC dans 27% des cas, ou encore dans 13% des cas des envols périphériques artériels. La valve aortique est la valve la plus fréquemment atteinte, dans 61% des cas, et dans 82% des cas, on pourra observer une végétation à l'échographie. L'encéphalite atrophique est la deuxième entité d'affection localisée due à l'atrophique. À l'heure actuelle, 25 cas sont rapportés dans la littérature, dont 10 ont été rapportés ces 3 dernières années. Donc, comme pour l'endocardite, c'est une atteinte émergente. Alors, en pratique, Trophérima rupli, dans ces atteintes neurologiques, peut dominer tout autre type d'atteinte neurologique. On peut avoir des troubles cognitifs qui vont évoluer jusqu'à la démence, des troubles psychiatriques, la paralysie supraoculaire qui va aussi fréquemment décrite, des myoclonies, une atteinte hypothalamique et aussi des mouvements anormaux des yeux qui sont appelés une eurythmie oculomasticatoire ou oculo-fascio-squelettique qui sont considérés comme pathognomoniques des affections atrophiques mais qui ne sont pas fréquemment observées. À noter qu'il y a une nouvelle entité clinique qui apparaît chez 3 patients que nous avons vus à Marseille. Ces patients présentaient une association de démence, d'ataxie cérébelleuse et d'augmentation pondérale. Et pour ces patients, quand on parle d'augmentation pondérale, c'était des augmentations significatives de 25, 12 ou 15 kg. Toutes les manifestations, que ce soit des manifestations neurologiques, mais aussi la prise de poids, étaient sensibles à la doxycycline. Par exemple, si on prend le premier patient, quand il a eu son premier traitement par doxycycline, il a perdu 17 kg en quelques mois. Et lorsqu'il a présenté une rechute, il a à nouveau présenté un gain pondérable qui a été à nouveau diminué ou amélioré par la doxycycline. Là, nous avons le PET scanner du dernier patient, donc avant traitement et après traitement, et on voit une amélioration du métabolisme cérébral au niveau des régions centrales, au niveau aussi frontal et au niveau orbitaire. En ce qui concerne les affections aiguës, elles ont été décrites pour la première fois en 2007 et c'est donc les pneumopathies atrophiques qui ont été décrites pour la première fois et comme pour l'endocardite, ça a été un petit peu dû au hasard. En 2007, c'était lors d'une étude, donc l'objectif était d'étudier la métallogénomique des liquides broncho-alvéolaires de patients atteints de mucoviscidose et dans le groupe contrôle, chez un enfant, on a détecté la présence de Trophérima rupli. Donc, ce travail avait été effectué aux États-Unis. 3 ans plus tard, en France, nous avons rapporté la présence dans 2,85% des lavages broncho-alvéolaires analysés, la présence de Trophérima rupli. Alors, c'était des patients qui avaient été hospitalisés pour des pneumopathies en unité de soins intensifs. Et parmi ces patients, il y en avait un qui présentait une pneumonie communautaire pour la seule bactérie qui avait été retrouvée, Trophérima rupli. Et pour les autres patients, Trophérima rupli était retrouvé avec d'autres bactéries de la flore salivaire. C'était chez les patients qui avaient des pneumopathies d'inhalation. Enfin, en 2012, on a réussi à isoler en culture pure Trophérima rupli dans le liquide du lavage broncho-alvéolaire d'une patiente qui présentait une pneumopathie interstitielle aiguë. Autre infection aiguë due à Trophérima rupli, la gastroentérite. Donc, chez 15% des celles d'enfants de 2 à 4 ans hospitalisés à Marseille entre 2006 et 2008, on a retrouvé la présence de la bactérie. Cette bactérie était présente à de très fortes concentrations. La présence de la bactérie n'était plus détectée après amélioration du patient, c'est-à-dire qu'1 jour à 1 mois après, on n'arrivait plus à détecter la bactérie.
Ces patients présentaient une sérologie positive de manière beaucoup plus fréquente que les contrôles. Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure, dans le groupe contrôle des enfants sans diarrhée, sans gastroentérite, on ne détectait pas la présence de la bactérie. En 2011, un modèle Murat a été développé sur des lésions du côlon préinflammées et a permis de conforter Trophérima wickeli comme agent de gastroentérite. En 2010, les bactériémies à Trophérima wickeli ont été rapportées au Sénégal. C'était lors d'une étude des causes de fièvre non palustre, dans les villages de Diamou et Diop, en zone rurale au Sénégal. Et la bactérie était détectée dans 6,4% des prélèvements sanguins des patients qui présentaient une fièvre et pas de palu. Alors, dans cette étude, les patients étaient pour la plupart des enfants et surtout, ils présentaient de manière significative la présence d'une toux. Donc, cela permet d'étayer le rôle de Trophérima wickeli dans les pneumopathies, mais aussi d'en faire un agent de cause de fièvre inexpliquée. En ce qui concerne le diagnostic de la maladie de Whipple classique, à l'heure actuelle, on peut proposer devant toute suspicion un screening par analyse des selles et de la salive. En cas de négativité, on pourra exclure le diagnostic de maladie de Whipple classique ou éventuellement retenir celui d'infection localisée. En cas de positivité, on pourra compléter ce bilan par une biopsie cutanée. Même en zone saine, la bactérie a été retrouvée dans 80% des biopsies cutanées prélevées en zone saine de patients atteints de maladie de Whipple classique. La PCR dans le sang pourra être aussi réalisée, mais elle n'a pas une très bonne sensibilité. Donc en cas de positivité, bien sûr, ça confortera le diagnostic d'infection à Trophérima invasive. Donc la biopsie luminale sera réalisée pour confirmer le diagnostic. En cas de négativité, un Western blot pourra être réalisé pour faire la différence entre un patient atteint de maladie de Whipple classique ou une personne porteuse de la bactérie. Et là, la sérologie est paradoxale, car ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les porteurs asymptomatiques vont montrer une réponse immunitaire assez importante vis-à-vis de Trophérima wickeli, qu'elle soit glucosylée ou déglucosylée, notamment vis-à-vis de cette glycoprotéine de 110 kD, alors que chez les patients, il va y avoir soit une absence de réponse, soit une diminution de la réponse immunitaire. Pour les patients atteints d'infections localisées, le screening par salive et celle par PCR n'est pas très sensible. La sérologie n'est pas non plus aussi contributive que dans le cas de maladie de Whipple classique. Donc le diagnostic reste réalisé à partir de prélèvements qui seront effectués en fonction des tableaux cliniques qui s'offrent à nous. Donc si on prend les deux tableaux les plus fréquents, dans l'endocardite, une PCR dans le sang peut être réalisée, mais cette PCR n'a pas une très bonne sensibilité, elle est positive chez 20% des patients atteints d'endocardite à Trophérima wickeli. Et à l'heure actuelle, l'analyse de la valve cardiaque par PCR reste la méthode diagnostique la plus fréquente des endocardites à Trophérima wickeli. Et à savoir que pour cette PCR, la PCR 16S est quand même moins sensible que la PCR spécifique quantitative qu'on utilise à l'heure actuelle. Dans les encéphalites, le liquide céphalorachidien pourra être réalisé, mais il y a aussi manque de sensibilité. Et dans un certain nombre de cas, il faudra réaliser une biopsie cérébrale. Grâce à l'obtention des deux génomes de Trophérima wickeli, on a pu développer une technique de génotypage ciblant 4 séquences hypervariables. Alors cela nous a permis de montrer une grande diversité génétique de Trophérima wickeli. À l'heure actuelle, il y a 112 génotypes qui sont décrits pour 300 prélèvements qui ont été étudiés. Alors dans cette table, les 4 séquences ont été concaténées, donc ça représente 61 génotypes à partir de 198 échantillons. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Et bien, déjà, on peut voir que le même génotype va pouvoir être responsable à la fois de portage asymptomatique, mais aussi d'infection chronique, que ce soit de maladie de Whipple classique ou infection localisée. Le même génotype va pouvoir être responsable d'infection aiguë, comme toujours ce génotype 3 au niveau des gastroentérites. Et ce que l'on voit aussi pour la gastroentérite,
c'est que 30% des enfants qui étaient atteints de gastro-entérite présentaient ce même clone qui, vraisemblablement, était un clone épidémique à ce moment-là. Autre information que va nous fournir SATA, c'est au niveau des familles. Donc, sur 5 familles qui ont été étudiées, le même génotype était retrouvé de manière significative chez tous les membres de la famille, montrant une circulation intrafamiliale de Trophérima huplei. Si on regarde les données donc, du Sénégal qui sont en bleu, on peut voir là aussi une grande hétérogénéité génétique de Trophérima huplei. Et là aussi, il n'y aura qu'un seul clone commun, donc le 53 entre Diallo et Diop, qui sont pourtant deux villages séparés de 5 km. Et dans chacun des villages, il y aura un génotype spécifique plus fréquemment représenté, donc le génotype 52 présent à 54% à Dielmo et le génotype 49 présent à 28% à Nulop. En ce qui concerne donc les SDF, on a retrouvé des génotypes qui vraisemblablement étaient épidémiques. Le génotype 3, donc en 2011 dans le foyer. Si on regarde donc la prévalence des différents génotypes de Trophérima huplei en Europe centrale, il y a 2 génotypes qui sont prédominants. Il s'agit du génotype 3, donc, qui est présent, qui est le plus commun dans 19,9% des cas, et qui est présent en France, en Italie et en Suisse, mais qui n'est pas détecté en Autriche et en Allemagne. Ce génotype en France, de plus, c'est considéré épidémique. Le génotype 1 est le génotype le plus fréquemment vu après le génotype 3, et il est trouvé à travers toute l'Europe centrale, mais de manière principale en Autriche et en Allemagne. En recherchant donc le réservoir de Trophérima huplei en Sénégal. C'est 20 minutes. Alors fini. Donc on n'aura pas le Sénégal, ça sera pour la prochaine fois. Tu reparleras. Hein? Tu reparleras. Bon, d'accord, si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Allez, suivant.